Alors, donc, je vais commencer par la question de monsieur, de son Altesse, hein. C'est ça? Son Altesse royale, c'est ça, non? Alors, il demandait que, la question était de savoir, bon, d'avoir appris beaucoup, je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir des précisions concernant l'accompagnement. Par ailleurs, j'aimerais également savoir si nous aurons des attestations en fin de formation. C'est ça? Il est là? Il est là en ligne, là? Celui qui a posé la question? Je ne sais pas trop c'est qui exactement. Bien, alors, voilà un peu ce que je peux dire sur la première partie, à savoir votre, ce qui est en train de se passer. Bon, donc, pendant ces 14 jours-là, en principe, on vous a ouvert la formation Agir, hein, que vous pouvez regarder sur la plateforme. Ensuite, il y a, côté de la plateforme, il y a tout, bon, il y a aussi le coaching que nous sommes en train de faire, plus donc les formations, et les exercices que vous avez. Ça, c'est pendant les 14 jours. Bien. Euh, Concrètement, c'est c'est ça que nous allons donner. C'est ça que nous allons donner. Je ne sais pas s'il était là pour donner des précisions, au cas où éventuellement il n'aurait pas totalement cerné sa question. Mais c'est un peu ça qu'on va donner. C'est les 14 jours. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors, la question des attestations. Ça, je peux vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à ce stade-là, vous pensez que c'est bon d'avoir des attestations? Si la majorité pense, peut le faire. Mais bon, c'était vraiment un 14 jours d'immersion pour vous donner une vision du programme Agir et puis recueillir ce que vous en pensez. Ce n'est pas une formation qui a, on va dire, bon, qui cherche véritablement bon, disons, je sais pas trop, mais il faut voir si, en tout cas, c'est une formation que vous êtes en train d'avoir. Si vous pensez que c'est bon d'avoir une attestation, c'est possible. Je pense que c'est bon. Mais bon, ce serait quand même bon que j'aimerais quand même avoir l'avis des uns et des autres quoi, par rapport à cette question, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis. C'est bon? Bien. Alors, donc peut-être qu'on peut déjà voir par rapport aux attestations. Est-ce que certains ont des avis sur ça? Vous pouvez lever la main peut-être pour voir si vous pensez que c'est une bonne chose ou que ce n'est pas nécessaire à ce. Qui pense que c'est nécessaire pour lui d'avoir une attestation? Enfin, je veux savoir si c'est une seule personne qui a ce besoin ou bien si c'est beaucoup de personnes, quoi, en fait. C'est ça que je veux. Je crois beaucoup ont écrit sur le chat, c'est pas mieux. Vous allez, à partir de Ok, là, on d'accord. pourra avoir les réponses. Monsieur Bon, Bouronnais a essayé de oui, dire qu'est-ce que oui. je pense. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Que, à mon avis, oui, puisque cela pourrait aider certains à déjà gagner des opportunités. Une autre personne a dit que c'est comme une formation introductive. Monsieur Yaro a dit que pour moi, comme une immersion, je propose aux secondes phases pour l'attestation. Oui, allez-y, celui qui a levé la main, allez-y. Oui, moi je crois que la question liée aux attestations, c'est pas mauvais, mais la formation que nous sommes en train de suivre actuellement, c'est une formation pour présenter le programme lui-même, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit réellement.
C'est ça. Donc, moi, je crois que c'est mieux que ceux qui sont en train de suivre ça actuellement, qu'ils se préparent pour acheter le programme Agir. Peut-être que à ce niveau, on pourra délivrer des attestations. Bon, merci beaucoup. OK. 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 Merci beaucoup pour cette intervention. D'accord. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade-là, c'est que je vais vous recommander, même s'il y aura des attestations, s'il vous plaît, tirez le maximum au travers des exercices. Parce que là, quand même, c'est très intéressant et très important, quoi, que vous puissiez tirer le maximum, de maîtriser les éléments de votre développement, d'être votre base d'aide à l'employabilité. C'est ça qui me paraît le plus intéressant et le plus important à ce stade. Bon, si à la fin, là, vous allez voir, hein, si vraiment il y a, voilà, si c'est nécessaire d'avoir l'attestation, on va regarder. Mais ne vous préoccupez pas de ça pour le moment parce que, comme je dis, à mon humble avis, ce n'est pas, ce n'est pas la chose qui va véritablement peut-être être déterminant dans votre, on va dire, votre insertion. Ça peut aider. Mais si vous avez les bases, c'est encore mieux. Ce que je voulais suggérer. Bien. Alors, cela étant, je voudrais donc peut-être donc avancer avec le cours. Je vous avais dit la dernière fois que l'approche systémique dans son concept n'avait pas suffisamment été bien expliquée. Je vais essayer de revenir sur ça aujourd'hui, juste une petite partie, donc sur vraiment, on va dire, donc tout ce qui touche donc le concept de l'approche systémique, euh, pour qu'on puisse avancer maintenant sur le cours du jour, à savoir donc le système que nous pensons va vous aider énormément dans votre réussite en employabilité. Mais j'aimerais bien quand même repréciser un certain nombre d'éléments en relation avec l'approche. Alors, donc, cette question sur l'approche systémique, je disais que c'est un outil qu'il nous faut maîtriser parce qu'il va aider énormément donc, dans le processus de notre insertion. Bon, je ne veux pas rappeler parce que la dernière fois, on avait rappelé que ce qu'on avait vu sur les peurs. Là, voilà. En réalité, ça fait partie donc, des éléments donc, de libération donc, des peurs. On avait pensé donc, dans le rappel des principes donc, on avait pu pour les libérer des peurs, là, donc l'existence donc, des peurs, des causes des peurs, etc., etc. Donc, je ne reviens pas sur ça. Maintenant, pour les principes de libération, on avait estimé que, en plus des effets, des éléments de l'environnement, de la famille, c'était bon d'avoir donc un outil pratique qui était l'approche systémique. D'accord? Bon. Et on avait essayé de présenter un peu des éléments donc sur cette approche systémique-là. Alors, ce que je sais, de voir avec, puisque la dernière fois, il m'est revenu que beaucoup n'avaient pas totalement maîtrisé ça, n'avaient même pas encore entendu parler. Donc, ce soir, on va essayer donc de voir les éléments donc, clés de compréhension de cette approche-là. À savoir, ça va être donc la différence entre les méthodes expérimentales et systémiques, c'est quoi la différence? Ensuite, c'est les caractéristiques donc, de la méthode expérimentale. La reconnaissance des prétentions de cette méthode, des méthodes scientifiques, donc, qui a eu des conséquences négatives. Par la suite, nous verrons donc la naissance de la méthode systémique. Et ensuite, nous allons voir donc les éléments d'innovation et de simplification que nous avons essayé d'apporter pour que vous puissiez facilement maîtriser la méthode. Là. Alors, donc, sur les éléments clés de la différence donc, des méthodes. Quand on parle de méthode expérimentale, méthode scientifique, qu'est-ce qu'il faut retenir comme élément clé? Le premier élément clé qu'il faut avoir,
c'est que la méthode expérimentale ou scientifique, là, on appelle encore la méthode analytique, c'est une méthode donc, qui a pour source les 4 préceptes observés donc, dans le discours de la méthode de Descartes que vous connaissez très bien. Je rappelle ces 4 principes-là. Le premier était de ne concevoir jamais aucune chose pour vrai que si je la connaisse évidemment comme telle. Premier principe donc de Descartes. Je rappelle, hein, ça, ce sont des choses que nous avons apprises tous, n'est-ce pas? C'est cette méthode qui gouverne aujourd'hui le monde. Le second principe était donc de diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour mieux résoudre. Donc, quand vous avez donc un problème, on le divise en autant de sous-problèmes qu'on peut le faire. Et c'est à partir de ces sous-problèmes-là, spécialisés-là, qu'on résout le problème. On résout maintenant chaque problème. Et ensuite, c'était le troisième, c'était de conduire par ordre, mais penser en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître. Ça, c'est vraiment le troisième principe. On commence donc par le plus simple en allant vers le plus complexe. Et le dernier, donc, de faire partout des démembrements, des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Donc, il faut donc aller donc tester tout ce qu'on apporte pour être sûr que vous avez un résultat scientifique. C'est très important de vous rappeler de ça parce que cette méthode d'approche scientifique que nous utilisons donc, au quotidien pour gérer les problèmes découle de ces 4 grands principes donc, des 4. Alors, par la suite, il y a eu un peu quelques éléments donc, de systémique qui sont venus encore, qu'il faut encore comprendre. C'est-à-dire que l'objet de la méthode expérimentale, celle qu'on a scientifique là, elle est de connaître, d'expliquer et de comprendre, de prédire et de contrôler la réalité. C'est ça la science. La science essaie de travailler à faire en sorte que si nous avons un principe, qu'il s'applique à toutes les situations semblables sans problème. Et ça prédit et ça contrôle la réalité. Donc, avec donc, ici, on a des caractéristiques donc, que cette science-là, et c'est la vérité, elle prétend donc à être quelque chose d'universalité, une science universelle qui s'applique partout. Bon, ensuite, elle a dominé plus de 200 ans la pensée scientifique. C'est ça. C'est-à-dire que notre pensée scientifique a été moulée autour de cette science. Vraiment, c'est un peu la scientifique occidentale, quoi. On peut appliquer donc dans tous les domaines du savoir humain. Bon, nous avons tous hérité ça, de cette science donc, occidentale là, que nous utilisons aujourd'hui. Bon, maintenant, elle a toujours aussi, elle est toujours la méthode principale des institutions de recherche et de développement. Quelles que soient surtout dans les institutions, toutes les académies, tous ceux qui sont ici, qui sont en train de faire les masters, les doctorats, les licences. Bon, on travaille tous sur cette méthode donc, scientifique-là. C'est ça. Et tout ce qui font la recherche appliquée dans les laboratoires, partout, c'est cette méthode en réalité qu'on applique pour faire nos recherches. Alors, ça, c'est des éléments donc de compréhension donc, de la méthode. Toujours dans les éléments de compréhension, il faut savoir donc qu'il y a eu des conséquences de cette science-là. Donc là, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a il y a la science donc dans sa mise en œuvre a fait ce qu'on appelle donc un isolement des disciplines scientifiques entre elles et avec le monde réel. Donc il y a une exigence de définir de façon étroite les problèmes que nous affrontons et la super spécialisation. Aujourd'hui, donc, quand vous prenez une science, elle est toujours en train de se spécialiser. Parce que il y a toujours dans la dynamique là des aspects, des groupes d'aspects de la science. La médecine, partout, quelle que soit la sociologie, vous avez des spécialisations à outrance aujourd'hui
avec cette vision donc des choses. Ensuite, il y a donc ce qu'on fait dans une exigence de définir de façon étroite les problèmes que nous affrontons, avec donc la superspécialisation. On a dit que bon, le problème doit être défini dans un contexte précis pour pouvoir trouver une solution, qui n'est pas forcément dans les... Voilà. Dans d'autres cadres, ça ne marcherait pas, mais dans le cadre donc spécialisé, ça marche. Alors, donc, il y a toujours donc une difficulté grandissante, donc, on dit, donc, entre les spécialistes de communiquer entre eux. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est que désormais, vous avez des gens chacun dans son domaine. Il y a ce qu'on appelle la guerre des écoles. Parce que bon, voilà quoi, les gens se spécialisent avec donc, des business, etc. Et il y a une efficacité douteuse aussi face à la résolution des problèmes qualifiés de complexes. Ça, c'est le plus important à noter. J'aimerais vraiment que vous reteniez ça, parce que la tendance de cette science-là, c'est à n'envisager donc qu'une seule chose à la fois et en déduire des attributs appartenant donc à l'ensemble donc, des sous-investigations. C'est que si on quitte le chantier donc des éléments spécialisés, peut-être un problème spécifique, la science n'arrive pas à véritablement résoudre donc les problèmes. Voilà un peu, on va dire donc, les éléments de cette science. D'autres éléments encore qu'il faut avoir donc, par rapport donc, à l'approche systémique, donc, c'est que elle a eu donc, une naissance vraiment des méthodes qui s'attaquent face donc à les difficultés que la science spécialisée, science actuelle, rationnelle, de résoudre les problèmes complexes, parce qu'effectivement, il y a eu ça, c'était difficile. Il y a eu des réflexions qui ont commencé à chercher une autre science qui pouvait résoudre les problèmes. Et ça a commencé donc en réalité il y a longtemps, hein, dans les années 1940 aux États-Unis. Et il y a eu beaucoup de contributions donc de la biologie, des mathématiques, de la physique, de l'ingénierie ou de la gestion, de la sociologie. C'était des chantiers où les problèmes spécialisés avaient des difficultés à pouvoir être réglés. Bon, il y a des auteurs hein, qui ont apporté ça, que je mentionne ici. Mais maintenant, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'actuellement, il y a d'importants travaux qui sont disponibles, mais quelque part, quand même, ces travaux-là, jusqu'à présent, ne sont pas bien connus, parce que peut-être que ça reste encore compliqué de les comprendre. Mais les travaux sur l'approche systémique, là, si vous tapez s'il vous plaît dans le web, dans l'approche systémique, vous allez voir énormément de travaux liés à ça, mais qui ne sont, c'est normé enseigné dans les universités, mais jusqu'à présent ne sont pas connus actuellement. Alors, toujours dans les éléments, on va dire donc, de différence, il faut savoir que voilà un peu comment les choses se passent en termes donc analytiques, c'est-à-dire que donc, l'approche scientifique et l'approche systémique. On dit que l'approche systémique, lui, en réalité, il isole, il se concentre sur les éléments. Ça, c'est l'approche systémique. Pendant ce temps, l'autre, là, se concentre sur les interactions entre les éléments. Vous voyez, il y a deux approches. On se concentre sur l'élément lui-même, approche rationnelle scientifique, et l'autre, c'est les interactions de l'élément sur lequel on regarde. Bon. L'autre, là, considère la nature des interactions, la science et l'approche scientifique. Pendant que la science systémique considère plutôt les effets des interactions. Il y a que l'autre s'appuie sur la précision donc des détails, l'approche scientifique là. Pendant que l'autre là, lui, il travaille plutôt sur les groupes, sur les variables, simultanément. Donc, il ne travaille pas trop sur les détails. Il y a l'autre qui est indépendant dans la durée des phénomènes, la science là, qui est considérée vraiment comme, comme des choses irréversibles, c'est-à-dire que bon, tu travailles donc dans la durée. Et l'autre là, plutôt intègre donc la durée et l'irréversibilité dans ses analyses. Ne tient pas compte de la durée. Bon, alors, ça c'est un peu vraiment des éléments de différenciation entre les deux méthodes. Il y a la validation des faits qui se réalise par la preuve expérimentale dans le cadre donc d'une théorie. Voilà, quand vous voulez faire, voilà, partez tout dans le doctorat, là, sont ça, hein, partez d'une hypothèse.
C'est une hypothèse théorique. Et il travaille maintenant à démontrer cette, cette théorie, cas théorique. Pendant que l'autre, là, on dit que la validation se réalise par comparaison du fonctionnement du modèle avec la réalité. On n'est pas dans les hypothèses théoriques. On est dans là, c'est le modèle avec la réalité. Comment ça faut dans la réalité. Alors, maintenant, c'est des modèles précis et détaillés, mais difficilement utilisables donc, dans l'action. Par exemple, l'économétrique de l'autre côté. Pendant que l'autre côté, donc, c'est des modèles donc, suffisamment rigoureux, mais qui peuvent servir de base de connaissances et surtout utilisables dans les décisions et l'action. Voilà un peu les différences entre ces éléments-là. Donc, il y a une approche efficace donc, des interactions qui sont linéaires et faibles. De l'autre côté, c'est l'approche efficace lorsque les interactions sont non linéaires et fortes. Conduit donc par un enseignement par discipline. C'est-à-dire que ici, c'est au niveau relationnel, c'est vraiment des disciplines spécialisées qui sont de mode d'enseignement. Et de l'autre côté, là, c'est un enseignement plus disciplinaire qu'on essaie d'amener pour pouvoir présenter les problèmes. Voilà un peu les éléments que je pense que on peut voir un peu les éléments donc, de différenciation entre ces deux méthodes-là. Alors, maintenant, comment, si on veut avancer par rapport donc, à cette méthode d'approche systémique en lien avec donc, le chômage, ce que je voulais vraiment noter ici, c'est que actuellement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les problèmes donc complexes ne peuvent pas vraiment être bien résolus avec l'approche rationnelle. Il faut que ce soit plutôt l'approche systémique. Et le chômage fait partie donc de ce qu'on peut donc dire des problèmes complexes. Malheureusement, c'est que la question donc du chômage a toujours été traitée avec notre vision rationnelle et scientifique. Résultat, on a des difficultés à trouver des solutions idoines pour résoudre la problématique. Ça, c'est vraiment une des causes de la présence du chômage parce qu'on applique la solution rationnelle au lieu de chercher plutôt là, une solution systémique. Alors, maintenant, concrètement, donc, comment cette approche donc, systémique donc, peut contribuer donc, à la libération des peurs? C'est-à-dire que si on comprend que le chômage perdure parce qu'il y a donc un problème, parce qu'il y a un problème complexe, et en comprenant aussi que les problèmes complexes ont des solutions donc, qui peuvent être mises en œuvre là, quelque part, si on a donc la méthode systémique, en comprenant donc que le chômage est un problème donc complexe, que la méthode systémique est une méthode de problème complexe, ça vous donne une certaine assurance pour attaquer votre situation. C'est de ça dont il s'agit ici, que nous avons donc essayé d'apporter en disant donc, pour lutter contre le chômage, il faut que tout le monde, que ce soit surtout ceux qui sont donc dans la position donc, de chercher l'emploi, découvrent sérieusement l'approche systémique et essaient de, dans toutes les situations qu'ils ont, de raisonner désormais systémique et non pas, et non pas voilà, rationnel et scientifique, parce que ce n'est pas évident. Et dans ce processus-là, nous, on avait estimé que, bon, ça reste toujours compliqué. Donc, on a essayé donc, de faire donc, une approche systémique simplifiée. Et ça, je vous l'ai exposé la dernière fois. Et je ne vais pas revenir sur ça. Comme je dis, c'était pas vraiment, c'est pas l'objet de reprendre le cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, il faut chercher les choses à travers les solutions donc, dans les systèmes. Ça, c'est l'approche systémique. C'est les systèmes qui permettent de trouver les meilleures solutions pour les problèmes complexes. Et quand on trouve une solution véritablement, on va dire, qui devient définitive, qui résout le problème, souvent la solution a été trouvée dans le système qui crée le problème.
Et de ce point de vue-là, j'encourageais donc à développer cette approche-là. À avoir donc une vision, bien sûr, hein, l'approche rationnelle, on n'y peut rien. Ça va, c'est très important, parce que ça résout les problèmes de façon spécifique. Mais il faut avoir aussi donc la notion donc, d'approche systémique pour pouvoir résoudre les problèmes donc, systémiques. Bon, on a donné des exemples. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ça. Je pense que quelque part, la dernière fois, on a parlé, donc vous allez pouvoir donc, suivre ces éléments-là, voilà, dans ce qu'on a dit donc, dans la dernière vidéo. J'ai fait ça pour pouvoir, dans la première partie, donc, je n'avais pas vraiment pu expliquer très clairement le concept de l'approche systémique. C'est ce que je voulais apporter ici pour que vous voyez la différence. Bien, donc je m'arrête ici par rapport à l'approche systémique et on va aller voir notre leçon du jour. Est-ce que par rapport à ça, en attendant qu'on y aille, vous avez une ou deux questions que vous voulez poser avant qu'on ouvre le volet grande approche systémique qui doit vous aider véritablement donc à cette fois-ci à ne pas vous livrer seulement de vos peurs, mais à améliorer et à interagir, à augmenter l'incidence. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on va avoir la présentation? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ok. J'ai oublié de me présenter, c'est Sabo Adama. Alors, donc on va, Simon, vous ouvrir la présentation du jour et qu'on va continuer avec. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit. OK, très bien. Alors, donc, jusque-là, on a travaillé sur, on est parti du principe qu'il y avait donc paradigme qu'on devait reconnaître, n'est-ce pas, sur la question donc, de l'emploi. Ensuite, on a regardé voir les outils qui peuvent aider à nous libérer des peurs. Aujourd'hui, on va avancer et regarder ce qu'on peut appeler, on va dire, donc, des éléments qui peuvent nous aider à multiplier donc nos capacités et opportunités donc d'insertion. Ça, nous avons donc intitulé cet élément donc le système des poulies au service de l'emploi. Euh, Certains l'ont appelé aussi les poulies de l'employabilité. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez essayé d'aider pour les noms là. Mais bon, si on peut toujours continuer à trouver les bons noms, c'est toujours preneur, quoi. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit véritablement, donc, bon, ça c'est tout qu'on vient de voir tout de suite, là, je fais le rappel, hein, bon, voilà, il y a donc compréhension, approche systémique et vos peurs, conserve l'approche systémique, la différence entre ce qu'on vient de voir, entre l'approche systémique et l'approche rationnelle, les études de cas. Ah oui, oui, là, pardon. La dernière fois, on a fait une étude de cas très intéressante sur l'approche systémique, là. J'avais même demandé donc que vous puissiez, on va dire, faire des exercices sur ça. J'étais sur donc votre PMC. Vous vous rappelez sans doute, hein? Qui peut rappeler c'est quoi le PMC là pour appliquer qu'on continue? Ça fait partie de la leçon la leçon de la fois dernière, dimanche. C'est quoi votre PMC? Il y en a qui ont levé la main. Qui était là dimanche là? Non, allons rapidement là. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas, si vous étiez là dimanche, je suppose que vous avez, beaucoup de gens vont intervenir pour expliquer ce PMC, puis vous devez faire des exercices liés à ça aussi. Attendez, sérieux. Il n'y a pas de volontaire pour expliquer le PMC?
Bamako, vous voulez intervenir? Non, non. Intervenez quand même, hein, comme votre micro est ouvert. Allez-y. C'est quoi le PMC? Oh, excusez, monsieur la fois parce que je n'avais pas pu suivre la formation là. Qui était là? Là, je suis pas très. C'est comme si je n'arrive pas à embarquer là, parce que là, c'est des choses. Alors, donc, allons donc très rapidement. Les PMC n'est pas, bon, c'est des notions développées par des marketeurs, hein. En l'occurrence, celui qui parle beaucoup de ça, c'est Max Piscini. Il dit que pour réussir, tous ceux qui veulent, en général, mais tous ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat en particulier, dans la vie en général, il y a trois éléments que vous devez, justement, ce sont des éléments complexes. En fait. C'est pour ça qu'on a parlé de ça ici dans l'approche systémique. Premier élément qu'il faut euh, déterminer, c'est quoi votre passion. Parce qu'en réalité, euh, chacun de nous a sa passion. Et cette passion-là variera selon les personnes. Et la passion, c'est quoi? La passion, c'est quelque chose que vous aimez faire, même si vous n'êtes pas payé pour faire. Si vous avez du plaisir à faire quelque chose, qui vous prend du temps, qui vous prend, mais vous êtes content de faire la chose, même si vous n'êtes pas payé, c'est une passion. C'est pour ça qu'on dit que pour trouver un bon travail sur lequel on est à l'aise, là, il faut travailler sur quelque chose qui vous avez une passion. Donc ça, c'est le P, la passion. Maintenant, quelle que soit votre passion, Renaud, tu peux voir les gens qui sont choses là. Quelle que soit votre passion, si vous voulez en faire un métier, il faut vous rassurer que vous avez un marché et que ce marché peut vous payer pour que vous puissiez vivre. C'est parce que, bon, voilà, si vous avez une passion, ça marcher, c'est pas évident. C'était la dernière fois qu'en réalité, peut-être nous, à Impact Plus, là, on est rentré dans ça. On a une passion pour des programmes d'aide à l'employabilité qui peuvent donc aider à la création d'emplois. Sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si les gens étaient prêts à payer pour des programmes diplômants, mais pas pour des programmes d'aide à l'employabilité. Dans ce cas, on a une passion qui n'a pas de marché. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous avons comme problématique. On a une passion, mais pour le moment, le marché n'est pas évident. Parce qu'on va voir d'ici la fin de la formation si c'est vérifié ou pas. Alors, maintenant, vous pouvez avoir donc la passion. Vous avez le marché, mais ça ne sera pas suffisant. Il vous faut ce qu'on appelle donc le C, c'est-à-dire que il y a compétences. C'est ça, déjà que du coup, donc, le mot PMC, passion, marché et compétences. Parce qu'en réalité, euh, si vous avez la passion, vous avez le marché, vous n'avez pas de compétences, bon, vous ne pouvez pas délivrer le service. Même si vous délivrez, les gens ne seront pas satisfaits. Vous avez la passion, la compétence, comme je disais tout à l'heure, sans marché, vous n'avez pas. Vous avez le marché, la compétence, vous allez faire les choses, mais vous ne serez pas toujours heureux, parce que ce n'est pas votre passion. Et je disais que il faut véritablement trouver chacun, faire une analyse d'intervention systémique pour voir c'est quoi votre PMC. Et à partir de là, ça c'est un exercice très très important.
Parce que quand on va découvrir votre PMC, on peut mieux vous accompagner à réussir. D'accord? C'est ça que je disais que je n'ai pas compris que vous n'avez pas pu. D'abord, j'attendais que les exercices là ressortent, hein, que chacun puisse dire aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver son PMC au lendemain, quoi. Ce n'est pas évident, mais il faut se mettre donc en mode de réflexion. En tout cas, si vous nous donnez notre cas à nous, pas plus ici, c'est très clair. On connaît on connaît notre PM, notre PC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît notre passion. C'est évident et clair que nous, jusqu'à au-delà, on va se préoccuper de comment on peut trouver un programme d'aide à l'employabilité robuste, solide, qui va compléter les curricula scolaires et universitaires. C'est-à-dire qu'on a un droit à l'éducation scolaire et universitaire, autant on doit pouvoir, si quelqu'un ne se retrouve pas dans le système aussi défini, qu'il ait un programme où il peut l'utiliser et régler son problème d'insertion socio-professionnelle. Ça, c'est clair. La passion est là, est claire et on va travailler sur ça. Et d'ailleurs, depuis longtemps, on travaille sur ça. Plus de 15 ans, on n'a pas de reçu, on n'a pas de reçu, mais on y va parce que c'est notre passion. On a la compétence aussi. On a écrit des systèmes, on a écrit des livres. Mais pour le moment, on cherche le marché. On n'a pas encore de marché, on cherche. Peut-être que le public cible, les étudiants et autres sans emploi, peut-être que ce n'est pas vraiment le bon marché, puisque, comme je dis, vous êtes prêt à aller payer très cher. On a évalué le coût du doctorat à plus de 20 et quelques millions. Quand on est prêt à payer ça, que peut-être, sans être sûr d'avoir l'emploi, que de payer peut-être 400, 500 ou 600 000 pour avoir l'emploi, même sans diplôme. Parce qu'il s'agit de ça en réalité. Et même les parents même sont prêts à payer pour des diplômes, puis de payer des formations sans diplôme. Ça, c'est notre problème à nous. On n'a pas de marché. Mais on connaît notre PC. C'est le M là qu'on cherche qui peut, comment on peut trouver ça. Donc, essayez de voir chacun à son niveau là, pas son PMC. Bien. Cela étant, donc, on va donc vous présenter ici notre passion, notre compétence euh, sur un produit, en tout cas, qui doit pouvoir vous aider à construire vos bases solides d'insertion professionnelle. Point ça. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit en réalité donc du système de poulie au secours de l'emploi. Alors, c'est quoi cette question-là? C'est une question qu'on a essayé en fait, donc, on va dire quoi? Le vrai terme exact, c'est quoi? C'est en réfléchissant sur comment on peut aider de pousser les frontières du chômage et offrir plus d'emplois massifs, on a essayé de voir si on ne peut pas euh, utiliser le système de poulies pour alléger les charges que vous avez donc dans la création donc, de vos emplois. C'est ça l'idée. Et à ce niveau, bon, c'est-à-dire donc il s'agit donc de voir si on ne peut pas utiliser les poulies dans les problèmes sociaux. C'était ça l'équation de base. Il fallait d'abord accepter l'idée que c'est possible. C'est même ça, c'est près de 3 ans pour qu'on accepte l'idée que c'est possible. Maintenant, plus de 10, 12 ans pour développer chaque organe, n'est-ce pas, le système de poulies dans l'écosystème du chômage. Maintenant, on pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir vous aider. Bon, on va essayer de voir un peu de façon concrète là, de quoi il s'agit, ce système-là, pour que vous voyez de quoi pour que vous puissiez vraiment avoir une vision claire de comment vous pourrez l'utiliser à votre. Je vais essayer de lancer quelque chose qui explique un peu plus.
Un jeune, un emploi, c'est l'intitulé de l'ouvrage produit par le cabinet d'expertise Impact Plus. 15 années ont été mises à profit pour produire des stratégies afin de produire le maximum d'emplois au profit des jeunes. Ces stratégies sont codifiées dans le nouvel ouvrage présenté ce 28 octobre. La dédicace avec Roger Cam et Fousseni Kinou. Un ouvrage révolutionnaire qui expose des systèmes innovants d'appui aux emplois, au système éducatif et aux projets d'insertion des jeunes. Un jeune, un emploi est l'œuvre du cabinet d'expertise Impact Plus avec à sa tête Noufou Niampa. Il présente un système d'acquisition de capacités, d'insertion et de productivité, mais aussi de reconversion basé sur l'image de la poulie. La poulie a 6 éléments. Vous avez les poteaux qui soutiennent, vous avez la barre qui est en haut, la poutre qui soutient, vous avez les accroches, il faut approcher le système, la gorge de poulie, il faut approcher, vous avez les cordes, vous avez la corde. Donc, nous amenons un système. Si vous voulez aujourd'hui, vous amenez un problème sur l'emploi, on vous dirait que ça sera soit les poteaux, les mentalités qu'on a dit, soit c'est la barre, soit c'est les accroches, soit c'est le système de poulie de même. Donc, aujourd'hui, on a un outil qui fédère l'ensemble des actions. C'est donc une approche innovante de solutions d'accompagnement aux politiques éducatives, de création d'emplois et de développement. Pour les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique et celui de la jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, l'ouvrage de M. Niampa est une mine d'idées innovantes. Et aujourd'hui même dans nos universités, nous orientons et nous avons même créé beaucoup de filières pour l'employabilité des jeunes et des femmes. Et aujourd'hui, on est tellement content de cette œuvre qui va de la poulie, c'est-à-dire de la physique, et qui vient aujourd'hui pour nous donner les emplois à nos jeunes et à nos femmes. Nous encourageons aujourd'hui les différentes universités et également les centres universitaires, les chercheurs, les innovateurs à s'approprier de ce nouveau outil-là pour en faire sien. Une chose est de produire, et une autre chose est de pouvoir vendre ces productions. La production aujourd'hui, c'est la formation qu'on donne aux jeunes. Il y a à peu près 300 000 jeunes aujourd'hui qui sortent chaque année des écoles et qui ne trouvent pas de preneurs. Je crois aujourd'hui que la plateforme qui a été dégagée par Niampa répond parfaitement aux attentes des entreprises. Donc, il faut que l'État se l'approprie. Il a démissionné de la fonction publique en tant que receveur des impôts pour se consacrer uniquement au travail personnel, à un cabinet pour la création de l'employabilité des jeunes et des femmes. Et moi aussi, comme vous avez suivi, à un moment donné, depuis 2014, j'ai décidé de rompre avec le Parlement et toutes les promotions électives et nominatives pour me consacrer uniquement à l'employabilité des jeunes et des femmes. Donc, comme quoi nous sommes pareils, quelque part. Voilà ce que je voulais dire et saluer cette initiative première. Un jeune, un emploi, je pense que c'est un rêve, mais qui peut être une réalité. Parce que sans rêve, il n'y aura jamais d'évolution. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va travailler à ce que ce soit pratique et opérationnel. S'il est vrai qu'il n'y a pas de progrès social sans une réelle implication des jeunes, un jeune, un emploi peut aider à réduire les tensions politiques et maximiser les résultats économiques. OK. Bien. Donc, ça, c'était un peu le lancement donc, du système. Hein. C'était déjà en 2021. On a lancé ça officiellement avec le ministère en charge donc, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Voilà. Et le ministère de la jeunesse qui ont parrainé ça. Alors, maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre un peu plus de quoi il s'agit pour pouvoir ensuite vous l'approprier. Et voilà quoi, parce que on a besoin pas seulement que vous l'appropriez, mais que vous puissiez l'utiliser pour vous-même, pour voilà, votre insertion
et surtout voir comment ça peut être monétisé, etc., développé et diffusé. Voilà comment le système fonctionne. Ça, c'est une vidéo qui essaie de résumer un peu le système de modélisation de, voilà, des organes, des poulies là, dans l'écosystème du chauffage. Et ça, de vous à moi, c'est pas simple. C'était vraiment un travail. Quand c'est donné comme ça, mais c'était, voilà, c'était 15 ans de travaux, quoi, qui ont permis ça. Je profite aussi de dire que c'est ce que vous allez voir. Quand on a essayé de regarder sur le web, il y a eu des travaux similaires, là, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Vraiment les premiers travaux qui, qui se sont intéressés à ce modèle-là, c'est ici, c'est ça. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder et puis bon, si vous pouvez peut-être par la suite voir si vous avez des commentaires. Allez, voilà un peu une autre vidéo. Le bureau d'études Impact Plus et son directeur général, Yampano Fou, vous présente chômage, une problématique cruciale et urgente. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, l'Afrique subsaharienne réalisera un dividende démographique de 500 milliards de dollars par an sur une période de 30 ans, pour peu qu'elle améliore les opportunités offertes aux jeunes. Mais malgré tous les efforts consentis par les États, les jeunes représentent toujours 60% des chômeurs en Afrique subsaharienne. Il est donc impératif de trouver une solution qui puisse désamorcer la bombe sociale du chômage et être un puissant moteur de croissance pour les États. Mais quelle solution crédible pourrait être capable de créer des emplois massifs? Le bureau d'études Impact Plus 6 au Burkina Faso vous propose à cet effet un modèle innovant. Le système accéléré d'acquisition des capacités d'insertion, de productivité et de reconversion. Le SAC-IPR. Ce système qualifie le chômage de poids très lourd à soulever. Cette qualification lui a permis d'établir une parfaite analogie entre le poids du chômage sur les États et les principes physiques des poids à lever, lesquels font référence par analogie au système des poulies dans une mécanique d'élevier. Les différents éléments composant ce système de poulies sont les poteaux, la poutre, l'ancrage, la gorge de poulie, les cordes, et enfin la force motrice. Le processus de modélisation du système fait correspondre les poteaux aux mentalités de développement. La poutre au marché d'emploi. Les ancrages au système de vente. La gorge de poulie au programme de formation. Les cordes au système de formation. Et enfin, la force motrice aux acteurs. Le SAC-IPR propose jusqu'à 7 poteaux ou mentalités de développement supportant une poutre ou marché de l'emploi croissant à l'infini, plusieurs ancrages ou systèmes de vente solides ainsi que des gorges de poulies ou programmes de formation innovants. Ce système s'adapte à toutes les couches de la société. Ainsi, plus les éléments composant le système de poulies seront renforcés, plus le poids du chômage sera allégé. Nous conclurons sur les propos d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. OK, bien. Donc, voilà un peu le système de modélisation qui a été, qui est proposé. Bien sûr, hein, toujours toujours faire l'objet d'amélioration, mais il y a une base rationnelle et scientifique
permet aujourd'hui donc de dire que, bon, on peut avoir donc un système de poulies d'aide à l'emploi, système de poulies au service de l'emploi. Et un système de poulies en réalité qui est social, parce que le système qui est aujourd'hui avec l'emploi va se dupliquer dans tous les autres secteurs de la société. Maintenant, je vous demande d'imaginer si on n'avait pas dans notre monde-là un système de poulies, on va dire, physique, qui allège les charges. Comment on allait porter ces charges-là? Vous voyez combien ça allait être extrêmement difficile. Le système de poulies est venu alléger. Donc, on peut transporter donc des tonnes, des milliers de tonnes tous les jours sans effort avec le système. Maintenant, imaginons donc qu'on n'ait pas ce système. En fait, ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas ce système au niveau des problèmes sociaux. Donc, les problèmes sociaux sont là, pèsent, on n'arrive pas véritablement à les porter, à les résoudre. Je voulais dire que, effectivement, l'approche systémique, telle qu'on a vu, qui est donc un problème, qui résout des problèmes complexes, est essentielle pour résoudre donc, des grands problèmes. Mais quand il s'agit de problèmes assez structurels, assez complexes, comme les questions donc, du chômage, les questions de l'éducation, les questions de la société, en ce moment-là, peut-être qu'il faut qu'il y ait une structure plus structurée, c'est-à-dire quelque chose vraiment de plus normé, comme le système donc, des poulies là, qui peut véritablement aider. Donc, je veux dire que si les problèmes sociaux là sont là, c'est parce qu'on n'a peut-être pas cette question. Avec cette question, probablement, il y a des chances que plusieurs problèmes sociaux connaissent aujourd'hui donc une solution plus aisée que ce que nous avons actuellement. En tout cas, c'est l'objectif et c'est notre prétention. Donc, aider à résoudre donc, les problèmes sociaux, en particulier ici, pour le moment, la question du chômage. Alors, maintenant, allons voir, je rappelle, ça c'est maintenant pour vous. Je voulais donc rappeler que dans le système de modélisation, donc, on a 6 leviers. Vous vous rappelez sans doute donc, que les poteaux correspondent aux mentalités de développement. Les poutres, des marchés d'emploi, les ancrages, les systèmes de vente, les gorges de poulies, les programmes de formation, les corps, les systèmes de formation et la force motrice des acteurs. Retenez bien ceci parce que c'est une nouvelle, ce qu'on espère, hein, si vous êtes dans un processus de croissance, de développement, d'insertion, c'est une nouvelle approche qui devrait vous aider. À savoir que désormais, vous pourrez voir les choses pour vous-même en termes de mentalité, en termes de marché d'opportunité, en termes de comment vous vendez, votre capacité de vendre, tout ça, en termes aussi vraiment de programmes de formation que vous devez nécessairement avoir, en termes de système de formation, quel système de formation, et puis aussi comment vous pouvez donc impliquer d'autres personnes avec vous dans vous. Voilà un peu la nouvelle démarche qu'on essaie d'offrir pour vous aider à résoudre donc, cette question d'emploi. Chaque point que vous voyez ici a fait l'objet d'un grand développement qui se trouve dans notre livre. Donc, un jeune, un emploi, c'est maintenant possible avec la science des poulies, qu'on appelle aussi le sac IPR, qui a décortiqué les contenus de chaque chose, pas garder, rendu public sur le marché, que chacun puisse l'utiliser pour se développer. Et ici, j'aimerais peut-être juste prendre un cas, un élément pour présenter comment c'est structuré, pour que vous voyez vraiment les travaux qui ont été faits.
autour donc de chacun de ces organes-là. Ça vous donne une idée de comment ceci peut vous aider, vous, à résoudre donc votre problème. Donc, et ce qu'on va prendre, ce serait surtout donc les poteaux ou les meilleurs matériaux du bronze, le premier organe. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu comme composition, élément qui va composer ce poteau? Les disciplines qui peuvent toucher donc la question donc, de la mentalité, qui peuvent nous aider. Bon, premier point, on a dit qu'on a le développement des potentialités personnelles. C'est une discipline importante. Il y a l'éthique. Il y a le secteur plus moteur du développement. Il y a la corruption qui est là. On a noté d'autres éléments dans le pays, la parité supérieure, il y avait la révélation pour de la religion, la vérité religieuse qui aideront énormément donc, à ce processus de levier et d'insertion. Prenons point par point. On va aller rapidement parce que, bon, voilà, on va vous laisser le document. Le développement personnel, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'il s'agit ici d'accepter l'idée que nous avons donc des potentialités illimitées. Et le concept du développement personnel là, donc, renvoie à comment nous pouvons développer ces potentialités qui sont illimitées. Ici, là, nous partons simplement de ce qu'Einstein a dit. Hein. Einstein, vous vous rappelez, il dit qu'il n'utilise que 15% de son potentiel. Quelque part, ça veut dire que vous et moi, bon, peut-être qu'on a moins que ça, puisqu'on n'est pas comme Einstein. Or que, on peut augmenter plus, on peut aller jusqu'à 20, 30, 40. Imaginez ce que nous avons comme potentiel qu'on n'exploite pas. Donc ici, il s'agit de voir comment on peut utiliser au maximum ce potentiel. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont des potentiels énormes. Et d'autres ont peu de potentiel. Maintenant, celui qui a peu de potentiel, s'il l'utilise beaucoup, il utilise un grand pourcentage, il va développer celui qui a le grand potentiel, mais qui n'utilise pas. Donc, c'est une science qu'il faut intégrer. Ensuite, la différente formation académique ou technique. Et à ce niveau-là, il faut vraiment, on va dire, reconnaître, je pense. Et si on prend le cursus scolaire, beaucoup d'entre vous, vous avez été avec des gens qui étaient extrêmement brillants à l'école. Mais souvent, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours eux qui sont au devant des choses. Certains, mais pas tous. Donc, c'est deux choses qui sont souvent différentes. Ça, académique, universitaire, etc., aide, mais le développement personnel aussi aide. Celui qui peut, à forme égale, qui a plus de développement personnel sera supérieur. Celui qui a été, on va dire, donc, techniquement, sans développement personnel. Actuellement, il y a bien sûr des sciences, hein, toute une science qui est normée. Je sais que tous ceux qui sont ici, là, vous êtes au courant de tout ça. Vous êtes tous dans ces questions de YouTube, donc on ne va pas insister sur ces sciences-là. Et les modules que vous écoutez au fur et à mesure. Mais ces formations, donc, existent et ne demandent qu'à être utilisées. Donc, voilà encore une science qui est là et qu'il faut donc s'en approprier. Bon, bien sûr, les nouveaux métiers, les coachs, etc., là, sont là et qui travaillent véritablement donc, à ça. Il y a quelque chose ici que j'aimerais bien insister parce que bon, on va voir les détails de ces questions-là. C'est bien de bien faire la communauté. Parce que la communauté, ce n'est pas seulement des citoyens, mari, enfant, non. Ce n'est pas seulement mari, enfant, les parents. Mais c'est aussi les autres qui partagent. Merci. Bon, s'il vous plaît, essayez de voir ceux qui ont les micros souvent ouverts là. C'est bon, ce que vous dites est intéressant, mais bon, ne peut pas découvrir vos secrets, tout ça. Alors, donc, ce que je voulais dire ici, c'est que un principe important qu'il faut noter à ce niveau-là,
on va dire, c'est le principe donc de la confiance, hein, avec quelqu'un qui dit que if you say you can, yes you can. If you say you cannot, yes you cannot. Le principe de dire oui ou non dans votre vie va être votre boussole. Si vous aimez dire non, je ne peux pas, vous ne pourrez pas, malheureusement, puisque c'est quelque chose qui est lié qui s'adapte à votre croyance. Si vous dites que vous pouvez, le potentiel se met en ordre de marche pour pouvoir réaliser. Mais si vous dites que vous ne pouvez pas, il accepte que vous ne pouvez pas, il s'apaise. C'est pour ça qu'il faut toujours, je vous demande tous ceux qui sont à dire, à partir d'aujourd'hui, ne dites jamais non, je ne peux pas. Remplacez par ça par je vais essayer. Ou bien c'est possible. C'est possible, c'est mieux. Je vais le faire. Je vais le faire, c'est possible, je vais essayer. Je ne peux pas, il faut parer ça désormais. Parer désormais, je ne peux pas. Ça, c'est vraiment l'exercice que je vous demande. Parer. Si quelqu'un me dit je ne peux pas, parer ça. Parce que si une idée, vous avez une idée qui est là, dites-vous que l'idée est venue chez vous parce qu'elle a besoin de quelqu'un comme vous pour la réaliser. Et parce qu'elle sait que vous pouvez la réaliser. C'est pour ça que l'idée vous délie comme autre. Elle a besoin de vivre, de s'exprimer, d'être une réalité. Donc, il faut, en tout cas, si vous dites que vous ne pouvez pas, vous avez tué l'idée dans l'œuf, quoi. Mais je vais essayer, je peux, c'est différent. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à ce problème de développement personnel. Donc, on va avancer sur l'autre concept, donc, c'est l'éthique, là, que bon, je pense qu'ici, je ne vais pas trop insister parce que je sais qu'il y a des grands informaticiens qui sont dans les TIC ici. Donc, vous connaissez mieux que moi ces avantages, hein, d'avoir de productivité, de développement donc, de votre image, de vos connaissances, trouver le travail sur le web, créer des entreprises sur le web. Aujourd'hui, les TIC constituent un chantier énorme d'opportunités. Donc, il faut en tenir compte. Nous l'avons mis comme un pilier où vous pouvez donc, que vous devez utiliser pour consolider votre insertion, tout comme le développement personnel. Alors, l'autre pilier des plus importants, je vous raconte ça parce que quand on a voulu faire ces mentalités, donc on a commencé on a lancé des enquêtes pour voir quelles seraient les mentalités à prendre. Il y a un jeune, j'ai dit ça, un jeune, il est actuellement chef d'entreprise, qui n'a pas fait, heureusement, il n'a pas son bac. Mais bon, il a acheté un lycée, il a acheté un grand lycée ici, à Padoue. Voilà, c'est des gens comme ça. Quand je l'ai interviewé par rapport à ces mentalités-là, j'ai commencé à parler, bien sûr, développement personnel, éthique, corruption, tout ça. Quand j'ai dit, tout ça, quand j'ai dit développement, j'ai dit non, que c'est bon, mais ça pas que ce soit la première chose, quoi. Et le web, parce que les gens n'utilisent pas suffisamment le web, oui, mais quand j'ai dit secteur prioritaire du développement, on ne comprend pas, ça veut dire que oui, que c'est ça. C'est ça la vraie solution. On n'a pas compris que ce n'était que le moteur du développement. Le deuxième, de laisser toutes les autres mentalités et de concentrer sur ça. Nous, on a dit non. Les autres sont assez importants, on garde. Mais donc, ce concept dans le secteur privé moteur de développement est un concept très important qu'il faut noter. Parce qu'actuellement, c'est un principe de jury. Ce principe de jury, c'est quoi? C'est un principe que tout le monde dit. On a dit, voilà, secteur privé moteur de développement. Mais dans les faits, ça change tout. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui y croient vraiment. Dans les faits, ce n'est pas ça. Quand vous voyez tout ce qui se passe avec le secteur privé, les tracasseries administratives, etc., et bien d'autres, même au niveau du secteur privé, qui ne pourra pas toujours arranger tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est le concept de gérer, mais ce n'est pas arrivé.
Alors, donc pour aider à comprendre le secteur privé, là, je vais juste prendre quelques éléments qui seraient très intéressants à noter. Il y a d'abord donc les trois types de capacités. Il s'agit de quoi? Aux États-Unis, il y a eu une enquête où on a essayé l'enquête a essayé de montrer les trois types de capacités. C'est-à-dire que il y a, il y a les trois types de capacités. Il y a d'abord les capacités, on va dire, d'exécution. Ensuite, les capacités de supervision et les capacités de création. Alors, donc, l'enquête de façon globale a démontré que finalement, il y avait près de 72, non, pas combien, 60, 90, 84%, non, 82% des gens qui avaient, qui étaient qui étaient dans la dynamique, dans la capacité donc d'exécution, la capacité d'exécution, 62%. Et donc 82% capacité d'exécution. Et ça c'est aux États-Unis. Hein. Si c'est ici, là, il paraît que c'est pas évident parce que les gens, quand ils prennent les choses, mais après pour exécuter, c'est pas évident, quoi. C'est pas la même chose que, que dans d'autres pays. Voilà. Donc, 82, voilà, donc 82%. 16% étaient les capacités de supervision. Ils pouvaient superviser des activités, ils pouvaient voilà, gérer des activités. Et avec 2% qui avaient en réalité donc la capacité on va dire, de créer, et de développer. 2%. Voilà. C'est ça qui se passe au niveau donc, au niveau de, au niveau de l'enquête, à savoir donc les trois types de capacités. Et donc les créateurs là, ils sont très peu, les 2% aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'autre élément qu'on peut prendre comme élément à considérer, à côté donc des trois types de capacités, c'est justement voir, on comprend donc le principe de la population entrepreneuriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays, quand vous prenez donc le registre donc, commerce des impôts, vous avez un certain nombre de gens qui sont voilà, déclarés, qui ont créé des entreprises déclarées et qui vraiment collectent l'impôt. Quand vous prenez le cas du Burkina, on est à peu près, on parle de 200 000, de 150 à 200 000, mais encore, il faut aller trouver les entreprises qui ont fait vraiment faillite, qui ne sont plus en activité. Si on rentre dans ça et qu'on revient, vous trouverez à peu près 150 000 entreprises quoi, qui sont là, qui vraiment. En tout cas, on va faire l'enquête. On peut faire l'enquête, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. La masse donc critique est assez limitée. Et quand on fait comme ça, on se retrouve donc avec près de 0,7% de la population qui est entrepreneuriale. C'est là. Et quand c'est comme ça veut dire que il faut il faut à peu près deux personnes. C'est 0,7%, donc à peu près c'est 100 personnes, c'est peut-être, voilà quoi, 200 personnes, peut-être c'est 2, 3 personnes, donc 0,7% de la population qui peut véritablement, donc, il faut deux personnes pour faire plus de 200 à 300 personnes, plus de 200 à 300 personnes. Et du coup, le pays ne peut pas se développer parce qu'il manque un problème véritablement, donc,
un gros problème en réalité donc, de circulation de fonds, puisque l'entreprise crée la richesse. L'entreprise est capable donc, de créer la richesse. Si on n'a pas ça, on a un gros problème, donc, malheureusement, de collecte d'impôts, de développement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pays en Afrique là, qui sont riches. Mais on ne se développe pas parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Soit on vend la matière brute, soit on importe. Vous voyez, les entreprises en réalité transforment et créent la richesse. Donc, le gros problème qu'on a, c'est justement cette masse critique. Moi, je vais vraiment dire que l'une des raisons de notre passion pour ce travail, c'est parce qu'on est convaincu que si on veut aujourd'hui contribuer vraiment au développement, là, de notre point de vue, il faut aller chercher tous ceux qui ont une capacité entrepreneuriale ou d'auto-employabilité et les inciter à le faire. Pas seulement pour, c'est vrai, hein, pour eux d'abord, pas bon pour eux, parce que finalement, chacun doit voilà, s'insérer au lieu d'aller courir sur les travaux de recherche d'emploi, de concours, souffrir. D'abord pour vous, mais surtout aussi pour contribuer au développement. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans une capacité entrepreneuriale, toute l'employabilité, qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer des richesses, de mon point de vue, ce sont des personnes qui contribuent énormément et effectivement au développement. Donc, on est là aussi pour chercher ces personnes-là pour les accompagner. La mesure des possibilités, en pouvant, en essayant aussi de qu'on puisse vivre. Mais on n'est pas là pour, voilà, pour s'enrichir. Non, c'est pour accompagner tout un peu, parce que c'est notre passion. Voilà, ça c'est un peu par rapport donc à d'autres organes, donc le secteur privé, donc sur les poteaux toujours. Alors, un autre élément des poteaux, c'est, on va dire, donc, c'est la compréhension donc, de la corruption. Donc, il faut se libérer de la corruption. Parce que, malheureusement, la corruption constitue un facteur énorme de déperdition de fonds. Ça, nous le savons tous. Et on n'arrive pas à juguler ça. Sauf que, nous devons juguler ça. Mais ce qui est, on va dire, malheureusement, là est vrai, c'est que ce n'est pas seulement les sommités. À tous les niveaux, le phénomène existe. Voilà, quand vous prenez dans l'administration, dans la société, même entre nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans les prêts non payés, même si ce n'est pas dans les affaires, bien vous prenez un prêt après, ne payez pas. Plein de situations où au niveau de l'école, il y a plein de problèmes de corruption, voilà, liés même aux notes. Donc, ça crée malheureusement une réalité où la corruption mine tout. Ce matin, RFI, en tant que vous l'écoutez, hein, Côte d'Ivoire, il y a quelques sur deux femmes. Il y a une qui a connu certainement un harcèlement sexuel au niveau du service. Voilà, c'est des états d'esprit qui sont là, les gens se donnent des droits. Et tout ça fait partie en réalité de la corruption. Certains donc ont envie de démissionner pour garder leur dignité. Donc la corruption est véritablement un phénomène majeur qui impacte donc la question de l'insertion. Qu'est-ce que nous avons proposé, on dit que donc à ce niveau-là. Donc c'est un flot qui est de plusieurs niveaux, donc avec des conséquences graves. Au niveau étatique, près de 1000 milliards par an. Au niveau des travailleurs, les personnes qui acceptent la corruption deviennent donc très fragiles et souvent peu efficaces. Parce que si vous êtes vous acceptez une fois donc être impliqué dans la corruption, vous êtes dedans. Vous êtes dedans parce que vous n'avez plus confiance en vous-même. Je dis aussi au niveau des parents qui ont de l'argent de la corruption qui se donnent aux enfants, qui montrent vraiment aux enfants là, voilà, on vit bien, on est, voilà, avec l'argent de la corruption. Bon, les enfants, ils vont développer ça. Les élèves et étudiants donc, qui acceptent donc des fraudes dans les examens, sans compter éventuellement les notes liées à
quoi, transmissible, etc. Là. Si vous avez ça, vous continuerez avec, malheureusement. Donc, la corruption fait partie des éléments de mentalité que nous devons, coûte que coûte, essayer on va dire donc, de tout faire pour enlever. Alors, donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un nouveau concept qui dit que le concept donc corruption VIH-Sida. Ça dit quoi? Ça dit que le phénomène est venu en croissance donc exponentielle, mais impact donc apporte donc un nouveau concept, corruption au VIH-Sida. Dans ce concept-là, nous demandons donc de comparer la corruption donc au VIH-Sida. Ça, c'est notre approche systémique pour lutter contre la corruption. Donc, on est en train de vous donner gratuitement pour que vous puissiez l'appliquer à vous. Éventuellement, ensemble, on va voir comment on peut se mettre ensemble éventuellement pour développer le concept. Alors, donc nous disons donc qu'il y a des traits de ressemblance entre la corruption et le VIH-Sida. Premier trait, c'est que la corruption s'attaque donc à l'immunité. Non, pardon, le VIH-Sida s'attaque à l'immunité physique. Alors que la corruption, elle s'attaque à l'immunité de conscience. Je pense qu'il faut vraiment noter ça, parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est la vérité, là, c'est ça. Il faut le comprendre. Le VIH-Sida s'attaque à l'immunité physique et la corruption s'attaque à l'immunité de conscience. Notre première règle. Deuxième règle que nous posons. Le virus du sida fragilise l'immunité physique. Et le virus de la corruption fragilise donc l'immunité de conscience. En tout cas, ça attaque. Et une fois que vous l'avez, ça vous fragilise. L'un fragilise le physique, l'autre fragilise la conscience. Alors, ça c'est un peu ce qu'il faut avoir. Bien, deuxième élément. Donc, une fois que le virus a pris place, c'est compliqué qu'il disparaisse. Très, très difficile. Bon, c'est la même chose pour le virus de la corruption. Une fois que vous avez accepté la corruption, c'est devient difficile. Vous avez tendance à continuer la corruption. C'est difficile que la corruption ne disparaisse du jour au lendemain, parce que vous êtes déjà fragilisé. Bon. Maintenant, le virus aussi va impacter, le sida impacte son entourage. Celui qui a le sida, tout le monde est mal à l'aise. Pour par sa famille, son entourage, l'État, tout le monde est à l'aise. C'est la même chose pour la corruption. Si quelqu'un est corrompu dans un service, il a tendance à impliquer les autres dans son système de corruption. Donc, ça impacte donc l'entourage. Donc, on dit que donc, le porteur du virus souffre. Quand même, ça c'est vrai. Souvent, dans la corruption, on ne comprend pas ça. Mais au niveau du virus, quand même, c'est compris. C'est-à-dire que le porteur du virus, là, même s'il impacte son entourage, celui qui souffre le plus, c'est lui. C'est vraiment lui qui souffre le plus. Ici, nous disons en réalité que, bien qu'ils ne comprennent pas, le porteur du virus de la corruption ne comprend pas souvent. Mais en réalité, il souffre plus que les autres. Puisque ce qui va se passer, c'est que s'il veut vivre heureux, s'il veut accepter de dormir la nuit sans regret, il faut qu'il tue sa conscience. Voilà quoi, tu as été la cause du renvoi d'une personne parce que tu as harcelé une femme, elle n'a pas pu avoir le travail, elle a démissionné à cause de toi.
Si tu dors tranquille, tu te lèves le lendemain, tu cherches d'autres femmes pour harceler, par exemple, il faut tuer la conscience, il faut tuer sa conscience pour pouvoir le faire. Si vous ne le tuez pas, c'est la même chose tout le temps. Donc, quelque part, euh, le porteur du virus de la corruption, il faut qu'il reconnaisse qu'il souffre. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, donc, pour lutter contre la corruption, il faut que chacun se protège. Et c'est ce qui fait donc, nous avons donc à ce niveau-là donc prévu une formation de prévention à la corruption. Vous comprenez que c'est exactement comme le VIH-Sida, il faut se prévenir, il faut se prémunir de ça. C'est la corruption, c'est la même chose. Donc, on peut aider à ce que vous ne tombez pas dans la corruption. Voilà un peu les éléments donc sur la corruption. Bon, je veux dire que tout ceci, c'est lié donc au premier poteau. Le principe de la paix par unité supérieure, c'est un principe dans réalité qui dit que toute cohésion sociale donne nécessairement lieu à des crises lorsque les raisons de dépendance s'établissent entre les différentes entités. Et la meilleure solution serait donc d'accepter une unité supérieure. Concrètement, ça veut dire que l'humanité est passée par des stades, stades de croissance, familles qui étaient des gens individus qui sont mis en famille, qui sont mis donc en quartier, qui sont mis en clan, en tribu, etc., etc. Et aujourd'hui, par exemple, cette règle-là, qui voudrait en réalité qu'on soit conscient qu'on peut, donc le niveau national pourrait être développé et arriver à une fédération à la limite même internationale, au niveau d'unité mondiale, pour pouvoir mieux gouverner les choses. Ça, c'est par exemple une croyance que je tire de croyance qui statue sur cette question-là assez clairement et qui montre que si on arrive à accepter ce principe-là, c'est le monde qui va profiter, c'est l'emploi qui sera créé, c'est les guerres qui vont venir. Donc, peut-être, je ne sais pas l'occasion, je le cite ici, mais c'est quelque chose, les choses sont disponibles pour ceux qui veulent en savoir plus. L'autre, c'est, ça aussi, ça fait partie donc, d'un progressif, la vérité religieuse. Ça dit quoi? Ça dit que la vérité religieuse n'a pas de principe que la religion donc, a deux côtés. Un côté moral et un côté social. Le code moral, là, en réalité, là, ça c'est. Le code moral, lui, ne varie pas. C'est un code qui est là, avec la relation avec Dieu, les prières, l'amour, etc. Toutes les religions prônent ça. Ce qui peut changer dans les religions, c'est le code social qui, à ce niveau, s'adapte avec le temps, avec l'évolution. C'est tout à fait normal que ce code-là évolue et s'adapte. Sauf que, si on n'accepte pas ce principe, on se retrouve avec des codes qui peut-être ne correspondent pas forcément au code de notre époque, de l'époque donc, qui est là. Et vous aurez en ce moment-là deux situations claires. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui seront d'avis qu'il faut garder le code authentique et d'autres sont d'avis qu'il faut faire évoluer le code donc, et l'adapter. Vous n'avez pas les choix. Soit vous acceptez qu'un nouveau code qui est donné, qui peut concilier avec la civilisation, ou bien vous acceptez donc qu'il y a des conflits de code. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est exactement ça. Quelles que soient les civilisations, vous avez ces doubles tendances à tous les niveaux. Par exemple, actuellement, la civilisation juive, là, bon, c'est ça, hein, c'est des juifs orthodoxes, ancestraux, et d'autres qui sont plutôt relax. Et c'est ce conflit-là qui est là, hein. C'est au niveau de la religion musulmane, c'est la même chose. C'est ce qui est en train de se faire. Par exemple, quand vous prenez ceux qui ont le prône d'extrémisme rigoureux et djihadiste, et ceux qui sont ouverts. Voilà. Je dis que c'est, par exemple, au niveau des États-Unis, c'est terrible. La barrière sociale qui se fait entre les deux civilisations, donc, c'est qui est rigoureuse et la civilisation ouverte. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. Donc, si on accepte ça, il s'agit donc de trouver la religion qui peut concilier. Que la religion donc, de l'époque doit concilier toutes ces civilisations.
Et ça va aider énormément parce que, bon, voilà, quoi, cette question, malheureusement, d'extrémisme, tous les niveaux, en train de miner la question donc, de l'insertion des jeunes, c'est quelque chose qu'on pouvait éviter aussi avec ces nouveaux concepts. Bien, alors, je pense que je vais m'arrêter ici, puisque dans le développement personnel, ça va faire partie peut-être du cours à venir. Nous allons, bon, je donne ça déjà, hein, parce qu'effectivement, quand vous prenez, par exemple, le développement personnel, nous avons plusieurs formations. Quand vous prenez l'éthique, il y a plusieurs formations, etc., etc. C'est tout cela qu'on va dérouler pendant un an là. C'est pour que chacun se retrouve. Par exemple, le développement personnel, déjà, on annonce qu'il y aura plusieurs formations. Il y en a des modules que nous pourrions faire, c'est la des objectifs, des objectifs, la maîtrise du sang et du temps, pardon. La formule magique pour se vendre, la science de la richesse, la dynamique de la supervision, la confiance en soi, etc. Et puis, suivi donc de plusieurs autres lectures. C'est pour vraiment rassurer que vous allez pouvoir tirer le maximum donc, de votre potentialité et que ce potentiel-là qui dort en vous, qui en réalité, c'est parce que ça n'a pas été bien mis en expression qu'il y a des problèmes d'emploi avec les entreprises. On va travailler ensemble pour que ce potentiel explose pour servir donc comme premier soupape de votre insertion. Mais ça, si vous ne voyez pas d'objection, nous verrons ça pour la prochaine fois. Et que je ne voudrais pas prendre vraiment trop de votre temps, parce que ça fait déjà commencer à l'écart, je parlais de 1h30 minutes. Je vais m'arrêter là et voir si vous avez voilà, des questions, des contributions. On va les noter et puis à la fois essayer de résoudre, de répondre. Et surtout aussi voir vos contributions d'enrichissement, ce que nous venons de voir. Je le demande expressément à tous ceux qui sont là comme experts mieux que moi, qui sont dans la plateforme. Donc voilà, ce que j'ai dit, si vous avez des apports, des contributions, des recadrages, je vais d'abord dire que je remercie mon grand frère Diallo. La dernière fois, il a fait un recadrage assez intéressant. Quand on a parlé du paradigme de l'école, il est venu par message privé me dire qu'il y avait beaucoup d'efforts qui ont tellement d'être mis pour l'école, pour les études, et de faire en sorte vraiment qu'il y ait donc à la fois des formations immédiatement employables, faire en sorte qu'il y ait des entreprises, l'enseignement de l'entrepreneur dans les universités, dans les écoles. Effectivement, que tout ceci augure hein, d'une conscience que bon, l'école aujourd'hui a besoin de compléments, on va dire donc d'enseignement, liés donc à l'aide à l'entreprise. C'était vraiment une contribution que, tant qu'il a donné, je partage avec vous. Donc, tous ceux qui sont là, qui ont des contributions, d'ailleurs, mais c'était vraiment notre vision aussi des choses, c'est ça. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. J'avais salué ça en réalité de ces efforts. Sauf que ça reste quand même assez difficile, parce que, bon, si l'école le fait, souvent, il n'y a pas toujours des résultats. C'est ça aussi qui est la réalité. Bien. Donc, voilà. Merci. Je m'arrête là. Je vous laisse la parole. C'est à vous maintenant de réagir. Je suis là aussi pour apprendre. Je rappelle que nous sommes dans un processus donc, de donner et de recevoir. Hein. C'est ça? Allez, donc je vous écoute. Oui, donc il suffit de lever la main pour prendre la parole. Soit mettre des commentaires, soit ajouter, soit poser des questions. OK. Ou bien tout était flou. Oui, tout était clair ou tout était flou. C'est lequel? Si c'est flou, on va reprendre. Mais si c'est clair, et que vous n'avez même pas de questions, on va dire que c'est bien aussi.
Mais je pense que vous pouvez avoir des contributions si c'est clair. Bon, c'est un moyen. Peut-être qu'on va lire le module, on pourra pouvoir demain poser les questions. Ah bon? C'était compliqué là. C'était très rapide ou quoi? Il y avait beaucoup de choses à la fois. Quelqu'un au hasard là. Monsieur Nabaloum, vous êtes là? Pardon, Tendano là, c'est Adama? C'est Adama Zongo? Oui, c'est un autre Tendano. Non, non, ça c'est Tendano, c'est pas. Oui, monsieur, oui, pardon, monsieur Canon, merci d'intervenir. Monsieur Canon, présente-toi en plus là, parce que bon, voilà, c'est un expert web qui est avec nous. Merci, prenez la parole, profite de présenter, et puis si tu veux, je vais quitter pour que tu passes en mode, je vais déconnecter là, je vais arrêter le partage, comme ça tu vas passer en mode, voilà. Tu vas allumer ton... Merci beaucoup. Bonsoir à tous les amis. En tout cas, je remercie du fond du cœur notre bien-aimé Papa Nyampa qui fait des efforts énormes pour aider les jeunes à vraiment s'en sortir dans cette problématique qui est assez complexe. Et je dirais que c'est une problématique mondiale hein, parce que beaucoup de gens pensent que la question du chômage, c'est seulement en Afrique. Mais dans le fond... Tu peux allumer ton micro, peut-être, enfin, tu peux allumer ta caméra si tu as la connexion. Malheureusement, ici, c'est... on n'a pas de... Ils ont coupé le courant. Vas-y. Donc, je disais que la question liée au chômage, c'est une problématique mondiale. Donc, tout d'abord, mon propos, c'est pour vous remercier pour les efforts que vous déployez pour trouver vraiment une solution qui va nous aider tous à avancer. Mais bon, en ce qui concerne la présentation, bon, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de concepts scientifiques assez forts. Bon, je ne sais pas si dans l'approche, on peut ramener ça, je veux dire, ça dit, monnaie ça pour que ça soit plus consommable. Parce que les concepts là, c'est très, très, très fort. Et bon, en tout cas, moi, j'ai particulièrement aimé la présentation. Mais je crois que pour impacter un plus grand nombre, il faut que les concepts là soient vraiment digestes. Donc ça, c'était ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est en savoir un peu plus sur l'approche systémique, je vais dire pas systématique, systémique. Parce que si j'ai bien compris, c'est une approche qui est en réalité en même temps un outil de résolution des problèmes assez complexes. Donc, plus on en sait sur cette approche, plus ça va vraiment nous aider à régler la plupart de nos problèmes. Puisque, en réalité, ce qui permet à quelqu'un d'aller de l'avant, c'est la modélisation. S'il sait comment régler un problème, il va toujours utiliser la même approche pour les problèmes complexes dont il fera face dans sa vie. Merci beaucoup et merci à tous les participants. Okay. Merci beaucoup, M. Canon. Intervention très pertinente. Merci. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas répondre à cette question-là. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Alors, d'accord. Donc, merci pour vos observations et questions. Bon, maintenant, pour le premier point, de rendre les concepts digestes. Oui, effectivement, c'est ce qu'on cherche depuis. Hein. Par exemple, par rapport à l'approche systémique, nous avons travaillé effectivement à simplifier ça. Mais bon, j'en avais parlé dimanche.
je ne suis pas revenu sur ça aujourd'hui. Mais au lieu de rester sur tout ce que nous avons dit là, on a donné des exemples, donc peut-être comme tu dis, je profite aussi de donner ça pour répondre à la deuxième question, hein, de savoir plus sur l'approche systémique, là. On a essayé de ramener les choses sur les systèmes. C'est-à-dire quoi? L'approche systémique, donc, c'est l'approche donc, qui recherche la solution dans le système. Et si vous trouvez la solution donc, dans le système, vous résolvez plus vite les questions. Et si vous les divisez à l'infini, quoi. Bon, ce que j'avais donné comme exemple la dernière fois, c'était ce que nous avons vécu véritablement donc, en RDC, là, où lors d'une restitution, ça a failli dégénérer parce que on était quoi? On était dans le statut des chefs coutumiers à d'autres, on a dit qu'il fallait que les chefs coutumiers soient consultés à l'occasion des terres, n'est-ce pas, qui sont attirés leur ressort territorial. Et tout de suite, les gens ont dit non, que parce qu'il y a la réforme agraire qui est là. Donc, la question foncière ne peut pas venir se régler dans les stations des statuts. Je pense qu'il y a des juristes parmi nous. Ça, c'est une base importante pour les juristes. C'est-à-dire que chaque chose doit se régler dans sa matière. Voilà, il ne faut pas venir pour des statuts pour parler des questions de terre. S'il y a eu une réforme, une loi sur la terre, il faut aller parler de ça là-bas. Et quand ils ont dit ça, donc on a dit que, écoutez, on enlève tout de suite, donc il y a quelqu'un, un député, qui a demandé est-ce que la réforme agraire a pris en compte donc, la question donc, du statut des coutumiers là, sur la terre. On lui a dit non, que ça n'a pas été pris. Donc lui il dit donc, bon, s'il comprend bien, la réforme agraire n'a pas pris en compte le statut des coutumiers à la terre. On dit non, ça n'a pas pris. Et vous ne voulez pas aussi que dans le statut, on fasse cas de ça. Et on dit non, on ne veut pas. Donc, le policier en disant, qu'est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes ni plus ni moins en train de dépouiller le peu de pouvoir qui reste au chef coutumier. Que remettez l'article. Remettez, sans concession, hein, c'était remettez l'article. Vraiment, c'était du sans concession. Ça a glacé toute la salle. Hein. Toute la salle s'est glacée. Là. Parce que bon, voilà, on ne s'attendait pas à ça. Bon, quelques 30 secondes, 1 minute après, tout le monde était resté. On pouvait entendre les mouches voler dans la salle. Mais quelques temps après, 30 secondes, là, 1 minute, là, un qui a dit que dans un pays, dans un État uniforme, unique, il ne saurait avoir des lois sur des matières différentes. Enlever l'article. Lui aussi, il a sonné le clair. Donc, c'était comme ça. C'était d'enlever l'article, de remettre l'article. Donc, les deux cas ont commencé à se former. On a arrêté, on a vraiment arrêté, quoi. Quand on a arrêté, donc, pour rechercher des solutions, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu prenais comme solution? Si on veut rester dans le droit, c'est qui a raison, quoi? On prend quoi? Le droit classique, c'est comme ça. On juge, le juge tranche avec, donc, sur la base de la loi. C'est qui a raison? Bon, celui qui va avoir raison, c'est peut-être celui qui dit que dans la forme, on ne peut pas mettre la loi, on ne peut pas mettre donc l'article du foncier dans le coutumier. Ça, quand même, c'est juridique. Mais en amener ça, ça allait avoir des conséquences sociales. Malheureusement. Parce que les gens étaient capables de se frapper, quoi, en réalité. C'est ce qui arrive souvent quand les gens se frappent, là, c'est des situations comme ça. Bon, donc, la solution qu'on a trouvée était donc d'aller voir le système. Et quand moi, j'avais demandé donc en apartheid à quelqu'un, est-ce que le décret a été adopté? Le décret sur la loi foncière a été adopté. Bon. Là, ben, quand ils ont dit non, il n'a pas été adopté, j'ai vraiment soupiré. Bon, peut-être ma chance est que je suis quand même du foncier, quoi. C'est ma matière, je vois comment les choses se passent souvent. Et donc, j'ai dit, bon, on reprend l'article.
on reprend la réunion. Donc tout le monde était, voilà quoi, chacun était, on ne comprenait pas pourquoi on peut reprendre une réunion sans qu'on ait débattu du problème et de voir quelle solution. J'ai dit, reprend la réunion. Quand on a repris la réunion, j'ai dit, bon, voici la proposition que je dis. Au lieu de lire, les chefs coutumiers seront consultés à l'occasion de l'attribution des terres à leur ressort territorial, écrire plutôt, lire le décret portant mise en œuvre la réforme agraire à venir précisera le statut des chefs coutumiers en relation avec la terre. Et quand j'ai dit ça, on a entendu un ouf, quoi, de soulagement dans la salle. Tout de suite, j'ai demandé aux légalistes là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, ah non, ils ont des parents, toi tu es là-bas, tu connais, hein, tu es à RTC, tu connais comment les coutumiers, la PS là. Ils ont des parents coutumiers et ils ne sont pas contre ça. Et c'était la forme. Mais tel que c'est dit là, ils sont totalement d'accord, ils n'ont aucun problème avec ça, que la forme juridique est respectée. C'est juste ça. J'ai enchaîné avec les coutumiers qui dit, bon, que le problème n'est pas réglé, mais si le statut là-bas nous permet de suivre ça au niveau du décret et insérer que ce n'est pas arrivé, mais on peut s'en contenter. On n'est pas assez à côté. En réalité, c'est ça l'approche systémique, puisque tu as demandé c'est quoi l'approche systémique. L'approche systémique, c'est de ne pas résoudre les problèmes sur la base des éléments, mais dans le système. C'est toute la grande différence entre l'approche rationnelle ne peut résoudre que si on est dans un schéma d'éléments simplifié. Voilà. Mais l'approche systémique l'a dit non. Il faut rester dans le système pour résoudre bon, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, actuellement, le système, tous les problèmes que nous avons, c'est parce que justement, on n'arrive pas à résoudre les problèmes dans les systèmes. On va chercher à résoudre dans les éléments. Donc, quand vous prenez le chômage, on va dire, ah, c'est le programme de formation, c'est ceci. Non, c'est un système, madame. Il faut corriger la zone dans le système global. Et nous, on donne donc le système de poulies que nous pensons vraiment structure bien cette question-là. À partir de là, on devrait pouvoir, si on applique, pouvoir résoudre. Nous, l'approche systémique, c'est très intéressant. Hein. Moi, on a un cours sur ça. On a un cours, vraiment, on a près de 50 études de cas comme ça, pratiques. Si vous suivez ça, vous allez développer une vision systémique. Quoi. Ça aussi, c'est disponible en réalité. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Oulu, c'est bon, vous êtes satisfait? Oui, merci, papa, c'est très, très, très bon. Je vais faire des recherches sur l'approche systémique. Merci beaucoup. Sauf que l'approche qu'on va voir, c'est un peu l'approche, on va dire, structurelle, l'approche, on va dire, l'approche actuellement qui est dans le web, là, c'est une approche donc technique qui semble assez difficile, que nous justement, nous essayons de simplifier. Parce que quand tu vas arriver là-bas, on va peut-être voir ça une autre fois, c'est la solution donc, systémique des boucles et des interactions, c'est pas simple à résoudre. Nous avons simplifié justement l'approche là, en la rendant vraiment accessible au plus grand nombre. C'est celle-là que je vous donne. Mais sur le web, là, tu verras une autre approche là-bas de résolution des problèmes systémiques. Ok, vraiment merci beaucoup. Merci, papa. Parce que c'est l'approche systématique là, vraiment moi qui m'a beaucoup bouleversé. Sinon, vraiment, le cours était impeccable. Vraiment, félicitations à vous, papa. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à nous. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, comme vous dites. On est là pour cet accompagnement. Faire la chasse à, on va dire, d'autres font la chasse à des musiciens, d'autres la chasse à des sportifs, c'est ça, non? D'autres à des artistes. Bon, nous, on est en train de chasser les personnes donc en capacité d'auto-employabilité d'entrepreneuriat, les accompagner à exploser parce que, bon, voilà quoi.
nos pays en ont de plus grands besoins. Je souhaite que voilà, vous puissiez exploser et puis créer beaucoup de richesses pour vos pays et pour l'Afrique. Et si c'est possible, aux gens, donner un peu de retraite aussi au papa, quoi. Ça aussi, ce serait pas mal, quoi. Vous ferez des bénédictions, c'est ça, non? Ok, je pense qu'on va donc arrêter là parce qu'on a déjà, c'était 19 heures, donc je n'ai pas, je vais de reculer vraiment dans les 2 heures là pour ces échanges, que vous ne soyez pas très fatigués aussi. Euh, alors, donc on va, je vous en prie. Donc on va se retrouver après-demain pour voir si on peut, jeudi, pour voir comment on peut, voilà, avancer encore avec, donc cette fois-ci, de façon pratique, hein, on va aller sur la fixation des objectifs. On va aborder le développement personnel parce que, bon, comme on a dit, c'est un outil puissant. Et on va voir ça pour la, le jeudi. Jeudi, on va attaquer ça. En tout cas, on espère avoir au moins 2 à 3 encore dans la semaine avant de nous quitter pour voir la suite. OK. Allez, je vous souhaite une excellente. Mais c'est vrai, tu t'es pas bien présenté, non, Canon? Tu peux le faire parce que on ne sait jamais, quoi. Si tu veux le faire, tu le fais avant qu'on te quitte. Oh. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Kanoru Madougou. Je réside à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis entrepreneur social, promoteur d'une école au Bénin. Je suis dans la finance et je fais le closing, c'est-à-dire l'art de vendre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour J'espère que le sac va être aussi un outil closing pour toi. Surtout qu'on en a besoin. Et ça va voilà, aider beaucoup l'Afrique. Très bien. Bon, donc on se dit à jeudi. Allez, excellente soirée. Merci à mon collègue Moreno hein, qui a été l'hôte de cette réunion. Hein, il y a quelqu'un qui vous a coupé, là, c'est pas moi, hein, c'est lui. Faut te tirer les oreilles. Ok, allez, merci beaucoup. Bon, donc on se dit, comment on se dit, on se quitte, hein. Allez, 4, 3, 2.